j'ai entendu le président de la République dire que les professeurs d'université sont des bavards. Ils ne sont pas productifs. Non, moi je pense plutôt que c'est un investissement et que nous devons orienter nos ressources vers ce secteur-là. Et c'est en cela que quand il s'agit des AME, vous vous souvenez, le budget 2024, l'Assemblée, le gouvernement a dit dans la loi de finances qu'il fera en sorte que 1500 AME du primaire soient reversés et 1500 du secteur secondaire également soient reversés. Ça fait 3000. Et que ça va être ainsi tous les ans. Mais ils ont exécuté le budget 2024 à près de 99,99%. Mais aucun AME n'a été reversé. Aucun. Alors que c'est prévu. Alors, à la fin, on nous dit qu'on a changé de système. Et que les AME, ils sont en train d'étudier comment, ils sont en train de faire comment on appelle, ils sont en train de prendre les dispositions pour les recrutements. Et depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fini, madame. Je crois que c'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi vis-à-vis de ce secteur. Je veux bien entendre votre analyse de la politique globale éducative du régime de la rupture, parce que M. Patrice Talon a accédé au pouvoir avec le vœu de plusieurs réformes, surtout sur le plan de l'éducation. Je dis, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est un échec sur le plan de l'éducation. Ah, c'est ce que vous dites. Évidemment, clair, c'est un échec. Un échec parce que, quand vous prenez aujourd'hui, les AME sont à plus de 50% du personnel, de l'effectif du personnel enseignant. Mais quand ceux-là, ils sont maltraités, comme ils le disent eux-mêmes, mais comment vous pensez que le secteur puisse vivre, mieux vivre qu'on le souhaite? Mais imaginez, le taux d'achèvement scolaire au niveau du primaire est aujourd'hui plus faible au Bénin que le Togo. Vous imaginez le taux d'achèvement scolaire au niveau du primaire, le taux d'achèvement scolaire au niveau du secondaire, malgré la cantine scolaire, madame. Malgré tout ce que nous disons sur la cantine scolaire, c'est pour maintenir les enfants à l'école, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Je vous assure, allez visiter les statistiques de la Banque mondiale et autres. Le taux d'achèvement scolaire au Bénin est plus bas que le taux d'achèvement scolaire au Togo. Et quand... Mais parce que c'est dans les zones du Nord. Et on sait que aujourd'hui, les zones du Nord aujourd'hui sont en proie à des attaques terroristes. Le taux d'achèvement scolaire national, je n'ai pas dit du Nord. Oui, national, c'est une vue globale. Mais il faut bien... Le nord du Togo n'échappe pas au terrorisme. Ok? C'est parce que nous sommes dans les mêmes conditions que je prends l'exemple du Togo. Si je devais prendre l'exemple du Niger, peut-être, on va se dire, mais c'est des pays en guerre. Et pourtant, ils sont mieux lotis que nous. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi je pense que la cantine scolaire c'est bien, mais il faut permettre aux parents d'avoir les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants en leur payant le juste prix de leurs produits. Si c'est un échec, comme vous dites, est-ce que vous avez des alternatives concrètes? Oui. Les alternatives, je vous ai dit tout à l'heure, madame, que la loi de finances 2025 autorise les opérateurs de Glodjibé à exporter le résidu à un prix exonéré.
Alors, madame, en mai, le 1er mai passé, le ministre du Commerce a sorti une note pour autoriser 2 sociétés à exporter le soja brut. Une société, je crois, CIPI, pour 100 000 tonnes. Et la deuxième société pour 50 000 tonnes. Madame, lorsque vous exportez cette quantité-là, 150 000 tonnes, de façon exonérée, imaginez, ça fait combien que le Bénin paie en matière de taxes? Les 30 francs font par kilo, font au-delà de 4 milliards 500 000. Je dis la redevance seule, le Bénin paie 4 milliards 500 000 pour les 150 000 tonnes de soja. Alors, moi je pense que cela suffirait pour créer de meilleures conditions aux AME. Payer, faire leur reversement et faire en sorte qu'ils se retrouvent dans de meilleures conditions pour enseigner dans nos écoles. Et par le passé, le gouvernement du président Yahya Bounia a reversé des enseignants dans ce pays. Si mes souvenirs sont bons, près de 28 000 ont été reversés. Alors si ces 28 000 là n'étaient pas là, que serait l'enseignement dans notre pays? Pourquoi pense-t-on qu'il faut donner des avantages à certains et les petits gagnent de 100 000 le mois, 150 000 le mois, qu'il faut les priver de cela? Nous pensons que l'éducation est une priorité et on en fera une priorité. Mais c'est bon à savoir, mais derrière, je veux bien connaître le projet éducatif du Parti des démocrates. Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de nous sommes en ce moment dans l'élaboration de notre projet de société. Et ça va se savoir d'ici à là. Et ce que je dis fait partie de ce que nous appelons notre projet de société. Donner une bonne place à l'éducation. Les AME, d'être un slogan qu'on entend à la veille des élections. Tous les candidats nous disent, tous les partis nous disent, oui, tous les partis nous disent que je viens de vous dire que vous aurez pu me demander, vous allez trouver les ressources où. Je viens de vous dire, j'ai pris un seul exemple. Ça en dit long sur... Bien sûr. Donc, nous sommes en mesure de trouver les ressources. Et si une fois au pouvoir, vous réalisez que ce ne serait pas bien malin de faire cette coupe-là, comme vous dites, que feriez-vous? Et pourquoi ça ne serait pas bien malin? Qu'on donne des avantages à des privés et qu'au détriment du pays, c'est ce que nous allons éviter. C'est ce que nous allons éviter. On ne le fera pas. Nous, on ne le fera pas. Parce que j'ai posé des questions et personne n'a répondu. Et je pose partout où je vais, je pose cette question. Mais tous les avantages de Glo Dibé là, c'est à qui? Répondons. Quand le pays aura répondu à cette question-là, on va savoir. Quand les responsables auraient répondu à cette question, on va savoir. Quel est l'intérêt du Bénin par rapport à Glo Dibé? On va savoir. C'est là le problème, madame. Donc, il y a plein d'autres secteurs sur lesquels je crois il faut mettre le curseur et voir quelles sont les économies à faire pour le développement
de notre... Est-ce que vous ne pensez pas que sur cette question de l'éducation qui n'est jamais, bien réglée par les pouvoirs successifs, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir peut-être repenser le modèle éducatif, le rendre beaucoup plus adapté au contexte béninois? Est-ce que ça fait partie des réflexions qui sont menées au sein du parti? Je pense que vous parlez là des curricula, et naturellement, c'est une bonne réflexion, et nous pensons également qu'il faut adapter l'éducation à l'environnement aujourd'hui du pays et sortir du système colonial que nous avons suivi jusque-là. Je suis entièrement d'accord par rapport à ça, mais j'ai plutôt je me suis focalisé sur la personne, l'enseignant. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit une bonne personne? Et je pense que nous avons les moyens de le faire, nous avons les moyens de travailler à ce que nos écoles vivent mieux. Et imaginez, vous trouvez les écoles aujourd'hui dans les conditions où elles sont, avec des classes pléthoriques, des combinaisons de classes. C'est parce que depuis, le gouvernement n'investit plus dans la construction des modules de classe. On a eu ça même au temps de M. Bolingali. Oui, mais il y a eu énormément de classes qui ont été réfectionnées, construites d'ailleurs. Mais depuis là, j'étais allé à la rencontre des étudiants la dernière fois, mais qui ont dit aucun module de classe en dans 10 ans. Alors que on nous dit qu'on a réussi, on a construit des gratte-ciel, on a fait ceci, on a fait des routes. Lorsqu'on n'investit pas dans l'éducation, quel Bénin de demain on est en train de construire? Lorsque des étudiants n'ont pas d'amphi, lorsqu'ils n'ont pas un bon cadre pour étudier, quel Bénin de demain voulons-nous construire? Est-ce que vous avez appelé l'attention du gouvernement sur ces constats-là? Bien que ça, plus que ça, lorsque le gouvernement vient à l'Assemblée, lors des budgets, mais nous, c'est des questions que nous évoquons. Lorsque vous les évoquez, qu'est-ce qu'ils répondent? Parce que nous avons besoin de savoir ça. Mais ce qu'ils répondent, c'est qu'ils vont faire. Mais il n'en faut jamais. Ils ont les priorités. Ils ont leurs priorités. Je suis d'accord. Mais je suggère que l'éducation soit l'une des priorités du gouvernement. Parce que c'est là où on construit le Bénin de demain. C'est là où on construit l'enfant du Bénin de demain. Parce que nous sommes dans un monde global. Lorsque vos enfants ne sont pas compétitifs demain, vis-à-vis des voisins, parce qu'il y a des problèmes. Voilà. Et comme je l'ai dit, la redevance qu'on empêche, qu'on donne gratuitement à des sociétés. Mais nous avons des problèmes de dialyser à l'Assemblée nationale. Nous avons fait des amendements. Le gouvernement dit, pour cette année, j'exonère les kits. Voilà, oui. En 2024, je crois. Non, 2025. Le budget 2025. Okay. Nous avons estimé que ce n'est pas suffisant. Mais c'est quand même pas. C'est un pas, mais pas suffisant. Nous avons demandé que cela soit exonéré en totalité. Vous allez au Niger, pays en guerre. Vous allez au Burkina Faso, pays en guerre, en difficulté, au Togo. C'est exonéré. Vous prenez le Bénin d'avant Patrice Talon. C'est exonéré. Mais pourquoi maintenant qu'est-ce que ça coûte au Bénin d'exonérer et dialyser? Mais madame, c'est moi. Les messages que nous recevons sont invivables. Ils vous envoient leur image. Et cela, c'est
en désespoir de cause. Parce que c'est pas guère que quelqu'un montre son image dans la situation où ils sont, mais si ce n'est pas en désespoir de cause. Mais comment peut-on être insensible à cette situation? Vous appelez ça de l'insensibilité? Bien sûr. C'est des pas à mettre après, les uns après les autres. Mais les gens avaient déjà mis ce pas avant qu'il n'arrive. Il suffisait de continuer. Il suffisait de continuer. Non, il suffisait de continuer. La vie humaine est sacrée, madame. La vie humaine est sacrée. Un béninois de perdu, c'est dangereux, c'est pas bien. Donc, parce que il faut quand même que le président Patrice Talon pense à ces gens-là. D'accord, merci beaucoup. Vous venez de dire que la vie est sacrée. Alors, ça m'amène à vous poser une question sur la situation de sécurité du pays. Par exemple, le porte-parole du gouvernement a évoqué la fois dernière la présence des officiers qui ont un certain projet. Quelle est votre réaction par rapport à cette affirmation? Je pense que le porte-parole a des moments donnés doit se taire. Il doit éviter de dire certaines choses. Je crois que le Parti Les Démocrates, dans une sortie médiatique, a clairement dit ce qu'il pense. Il ne fallait pas informer les Béninois? Ce n'est pas une information. Ça, ce n'est pas une information. Ou si c'est une information, elle est malsaine. Parce que ça donne l'impression que quelque chose se prépare. Alors, pourquoi? Oui. Parce que l'information est suffisamment grave. Il fallait la garder. Est suffisamment grave qu'il faut faire preuve de méfiance. Qu'il faut quand même laisser les acteurs de la sécurité et l'enseignement aller jusqu'au bout de leur travail. Moi, je pense que... Vous avez quel problème avec ça? Vous vous sentez visé? Non. On ne peut même pas nous viser. Nous sommes partis politiques. Nous sommes partis politiques. On ne peut pas nous viser. On n'est pas djihadistes. On n'est pas... je ne sais pas. Justement, nous ne sommes pas visés. Mais à ce niveau-là, je crois que c'est dangereux d'affirmer des choses comme ça. De sortir et de dire qu'il y a des officiers. Parce que quand vous le dites, vous mettez le doute dans le pays. Vous mettez le doute dans le pays. Ou alors inviter le pays à la méfiance ou à la vigilance? Non. Mais c'est à eux d'aider, de protéger le pays. C'est au gouvernement de protéger les citoyens. Mais ce n'est pas en disant ça, en mettant le doute, qu'on prévient ou bien qu'on empêche la survenance de ce que il est en train de dire. Pour moi, ce qu'il a dit est dangereux. Et je crois que quand ça se passe comme ça, peut-être que c'est de mauvaise foi, c'est parce que on prépare l'opinion à quelque chose, à une forfaiture. On prépare l'opinion à une forfaiture. Et ce n'est pas bien, c'est malsain. Alors pourquoi avoir senti donc, le besoin de répondre, ou bien de répondre tout de suite après cette sortie du peuple? Vous n'étiez pas obligé? Oui, nous sommes obligés. Parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes un parti politique, nous sommes un parti de l'opposition. Et nous avons été habitués aux différents coups de la rupture. Et qu'ils vous souviennent qu'en 2019, on a sorti le certificat de conformité. C'était contre l'opposition. Et bien après, en 2021, pour les élections présidentielles, on a sorti le parrainage et tout ce qui l'accompagne. On a désigné le candidat qu'on veut affronter aux urnes. Et en 2024,
4, qu'il vous souvienne, on a déjà sorti le code électoral exclusif, chrysogène, et peut-être qu'ils se rendent compte que les Béninois sont en train de prendre la mesure du code électoral et se préparent à les affronter dans les urnes, et ils sont en train de rechercher un autre coup qu'ils vont asséner aux Béninois et aux partis politiques de l'opposition. Et c'est pourquoi nous sommes sortis pour dire, ah ça, on sait là où vous allez. Rebrousser chemin. Ce lien que vous faites, il est quand même un peu tordu. Je trouve que la question sécuritaire est tellement préoccupante que le gouvernement ne peut pas prétester de ce qu'on veut vouloir exclure des gens. C'est comme si vous n'avez jamais vu des gens prétester de la sécurité pour s'éterniser au pouvoir. Vous avez jamais vu ça? Non, c'est pas parce que c'est la sécurité qu'on va se plier aux déshydratats du gouvernement. Non, il faut que ce soit clair. De quoi parle-t-on? Nous y sommes pas. Nous ne sommes pas là où ils le disent. De quoi parle-t-on? On met tout sur le secret défense pour atteindre les objectifs, pour aller à l'exclusion. Non, je pense qu'il faut qu'ils disent clairement de quoi ils parlent. Et si c'est un coup qu'on veut encore préparer aux Béninois, et pour que les Béninois se préparent à ce coup. Monsieur Achadi, la réalisation d'infrastructures est souvent présentée comme l'une des performances incontestables du régime de la rupture. Qu'en dites-vous? Oui, je constate et j'entends les communicants du gouvernement qui claireront sur la réalisation des infrastructures. Ils racontent même que depuis l'indépendance, aucun gouvernement n'a fait autant que ce qui se fait. Je pense que ça fait partie des choix du gouvernement. J'ai dit tout à l'heure que dans le domaine de l'éducation, c'est un échec. Qu'on n'a pas construit des infrastructures. Peut-être qu'il y a des gouvernements qui ont fait, ou c'est même pas peut-être, il y a des gouvernements qui ont fait beaucoup dans ce secteur-là que la construction des routes. Il y a beaucoup de gouvernements qui se sont occupés de la santé des Béninois que la construction des bâtiments administratifs. Et la gouvernance, c'est un choix. Et aujourd'hui, moi je dis même que l'évolution des infrastructures dans mon pays est en déphasage avec l'évolution de l'endettement du pays. Vous imaginez, dans le mois de janvier, le gouvernement est allé sur le marché financier et a pu prendre près de 1000 milliards. 1000 milliards. Alors, en janvier déjà, madame, est-ce qu'un gouvernement en un an va prendre 1000 milliards et ne pas faire énormément d'infrastructures? 1000 milliards. Vous trouvez qu'il n'y en a pas suffisamment, malgré tout ce qui est fait? Je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Qu'il n'y en a pas à la hauteur de l'endettement du pays. À la hauteur de l'endettement du pays. L'endettement qui se fait, ce n'est pas vous forcément, imaginez ce n'est pas toujours pour les infrastructures. Évidemment. Alors, lorsqu'on fait l'endettement, ce n'est pas pour payer les salaires, c'est pour les investissements. Si un pays fait des prêts pour payer les salaires, le pays va à la dérive. Donc c'est pour investir. Et lorsque je prends de l'arrivée de M. Patrice Talon en 2016 à aujourd'hui, nous sommes l'endettement du Bénin tourne autour de 8 000 milliards. L'encours de la dette tourne autour de 8 000 milliards.
alors que quand il arrivait, c'était autour de 2000 milliards. Vous imaginez, lorsqu'on est dans ce créneau-là, vous imaginez ce que nous appelons réalisation d'infrastructures. Est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur de ce qui nous attend? Il y a des pays avant le Bénin qui ont fait la même chose. Le Sénégal a fait la même chose. Et j'entends dire que c'est parce qu'on est crédible qu'on nous fait des prêts. Non, c'est pas parce qu'on est crédible. La dette, c'est une dette souveraine. Ce n'est pas à un individu, c'est à un État. C'est une dette souveraine. Donc, les gens sont disposés à mettre leur argent étant entendu que c'est l'État. Et lorsque nous sommes à ce taux d'endettement, ça veut dire que en réalité, nous sommes en train de compromettre les investissements de demain. Il va arriver qu'on ne bougera plus par rapport aux investissements. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les domaines dans lesquels nous sommes en train de mettre l'argent de l'endettement, est-ce que ces domaines-là sont productifs pour qu'on engrange des ressources pour le paiement de ces endettements? Je ne pense pas que ce soit possible. Parce que on est obligé de créer des impôts. On est obligé de surcharger, de surcharger les populations par rapport aux impôts. On est obligé de presser, surpresser les populations pour les impôts, pour pouvoir payer ces endettements-là. Parce que nous ne créons rien, madame. On ne crée rien. Donc, nous comptons sur les impôts. Et aujourd'hui, on constate même qu'il y a l'endettement pour payer la dette. On fait de l'endettement pour payer la dette. Je comprends bien ce que vous dites. Mais est-ce que le citoyen lambda, lui, il voit des routes, il voit des hôpitaux qui sont construits, oui, il voit des zones industrielles, et donc quand vous parlez de trop grandes dettes ou de dettes pas suffisamment adaptées à ce qui se fait, est-ce que vous pensez que le citoyen comprend ce que vous avez parfaitement raison, madame. Voilà. Vous avez parfaitement raison et je vous donne raison. Mais moi, je suis politique. Je suis obligé d'expliquer. Mais vous êtes opposant aussi. Oui. Est-ce que finalement, ce n'est pas la critique de l'opposant qui persiste à peindre en mal ce qui est fait? Non, c'est pas à peine à expliquer ce qui se fait, à dire ce qui se fait. Mais lorsque vous suivez l'actualité en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, madame, vous imaginez, il arrive que déjà dans des pays donnés, à cause de l'endettement, on hypothèque des biens publics. Vous voulez qu'on en arrive? Ces pays-là ont été crédibles aussi. Mais les institutions financières valident aujourd'hui notre capacité à rembourser. C'est pour cela d'ailleurs qu'à chaque fois que le Bénin va sur le marché, il revient les bras chargés. Oui, le Sénégal en avait aussi suffisamment. Ces institutions financières étaient au Sénégal, sont au Sénégal. Ils ont toujours validé. Ils ont toujours validé. Mais il a suffi que Macky Sall parte pour qu'elle vienne dire qu'il y a des dettes cachées et que le Sénégal est dans une situation critique. Mais quand Macky était là, le Sénégal avait les meilleures notes du pays. Donc, quelle est notre capacité nous-mêmes de produire les chiffres qui caractérisent notre économie, notre pays? Est-ce que c'est les institutions là, mais qui viennent et qui partent? Moi, je crois que notre capacité d'endettement doit être revue. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça sans hypothéquer l'avenir de nos enfants. J'ai eu la dernière fois un dossier sur l'accord de crédit pour la cantine scolaire. Ça m'a fait rire, madame. En fait, on nous fait de prêt pour la cantine
scolaire. J'oublie le montant déjà. Et le prêt est payable pour 25 ans. C'est un bon emprunt. C'est très bon pour le Bénin. Le taux est faible, mais payable pendant 25 ans. Alors, c'est de ces prêts que les pays pauvres ont besoin, mais c'est rare aujourd'hui. Alors j'ai souri, je vous disais que j'ai souri, parce que je me suis dit, les enfants qui mangent aujourd'hui viendront payer avec nous. Non? Moi je pense que, par exemple, pour notre cantine scolaire, on a besoin de nos ressources, des ressources propres pour faire manger nos enfants. Donc on n'a pas besoin d'aller faire des prêts. Et si l'enfant aujourd'hui qui mange constate demain qu'il est en train de payer pour ce qu'il a mangé il a 25 ans, je crois qu'on ne laisse pas, en tant que parent, on ne laisse pas une bonne image. Nous aussi, nous payons pour d'autres. Est-ce que lorsque vous avez fini d'évoquer ou de faire la comparaison avec le Sénégal, encore que, quoique, quel est votre plan au niveau du parti, par exemple, ou est-ce que vous y avez pensé pour que le Bénin évite de s'enfoncer en poursuivant ce type de dette avec ce type d'investissement? Oui. Est-ce que vous avez des propositions? Oui. Au fait, il y a deux types d'endettement. Ce qui, dans notre portefeuille aujourd'hui, ce que nous avons beaucoup plus, c'est les emprunts obligataires, les eurobonds. On est même en train de finir les emprunts obligataires. On va maintenant directement sur les eurobonds. Donc, c'est des dettes qui sont chères et de courte durée. Et si les gouvernements précédents n'avaient pas fait ça, c'est compte tenu de leur dangerosité. Parce que c'est cher. Aujourd'hui, nous avons changé beaucoup de choses. Nous avons amélioré le climat des affaires. Nous avons investi. Nous sommes engagés sur des stratégies économiques. Donc, est-ce que vous ne comprenez pas que le contexte n'est plus le même? Oui. Je vous disais tout à l'heure qu'on a toujours chanté ça. On a toujours chanté ça, mais au finish, quand ça vient là, c'est tout le monde qui en reçoit le coup. Et imaginez, vous pensez que les autres pays qui sont aujourd'hui en difficulté par rapport à ces emprunts-là n'ont pas pris ces dispositions? Mais vous allez au Sénégal, c'est avec ce que nous sommes en train de dire au Bénin aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Mais pourtant, ils sont en difficulté. Ils sont énormément en difficulté. Non? Et lorsque nous faisons tout, c'est que nous devons penser à la génération future. Nous devons penser au panier de la ménagère. Nous devons penser aux difficultés sociales que nous créons pour nos populations. Donc, l'endettement, c'est bon, mais c'est pour quel projet structurant? C'est pour faire quoi? Si c'est pour le béton, mais madame, les difficultés surviendront. Ça, il n'y a rien à faire. On aura les difficultés. Dans 10 ans, 15 ans, nous allons sentir que nous sommes allés effectivement sur le marché arracher de l'argent. Pour éviter qu'on sente, alors dans 10 ans, dans 15 ans, aujourd'hui, probablement le parti sera au pouvoir en 2020. Il faut freiner l'endettement. Il faut freiner l'endettement. Quelle est la capacité réelle du Bénin? Qu'est-ce que nous produisons pour payer la dette? Les autres, ils ont le pétrole, ils ont l'or, ils ont ceci, ils ont cela. Qu'est-ce que nous avons? Les taxes. Est-ce que ça suffira pour répondre sans exagérer
sur le panier de la ménagère. Honorable, votre parti est le plus grand parti de l'opposition au Bénin aujourd'hui. Oui. Pourtant, votre chapelle politique est la cible, on le constate souvent, d'autres partis de l'opposition. Qu'est-ce qui explique ce fait? Ou bien comment vous vivez ça à votre niveau? Non, je ne sais pas de quel parti politique de l'opposition vous parlez, parce que nous avons un cadre de concertation de l'opposition au sein duquel il y a plusieurs forces de l'opposition avec lesquelles nous travaillons ensemble. Et je ne sais pas. La liste des partis de l'opposition n'est pas exhaustive au sein de ce cadre. Oui, ben, ceux qui ne sont pas dans le cadre, les partis qui ne sont pas dans le cadre ont choisi de ne pas venir avec le cadre. Et vous savez, on peut pas forcer les gens à travailler avec nous. Et les autres forces dont vous parlez, je ne sais pas lesquelles et de quelle critique parlez-vous. Nous pensons que nous faisons ce que nous devons faire et nous pensons que nous représentons l'opinion des Béninois et nous sommes en symbiose avec les Béninois et les Béninois aujourd'hui adulent notre parti politique. Je crois que c'est. Monsieur Akali, puisque vous avez décidé de faire du politiquement correct, je vais opter pour je vais faire une autre option. Oui. On a vu, après vous, on peut supposer que l'autre grand parti de l'opposition, le Force Cori pour un Bénin émergent, ne sont pas du cadre de concertation, en tout cas jusqu'à l'heure là. En tout cas, on a ouï dire récemment qu'ils traînent pas pour venir en renfort au parti des démocrates. Nous avons vu l'autre personnalité de l'opposition qui a tiré un boulet rouge sur les démocrates récemment. Quand l'opposition, sinon quand le parti les démocrates devient la cible comme ça d'attaque, que dites-vous? Est-ce que vous n'avez pas un problème de leadership? Est-ce que vous ne peinez pas à réunir tous les autres partis autour de vous? Non, en fait, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu énormément de problèmes et nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de manipulations. Il y a des mots que je n'aime pas prononcer, c'est pourquoi j'hésite à vous parler, parce que nous laissons chacun à sa conscience et nous laissons les Béninois découvrir qui nous sommes. Et c'est aux Béninois de juger de qui fait quoi ou qui représente valablement son opinion. Nous avons lancé le regroupement de l'opposition. Vous avez cité les Forces Cori pour un Bénin émergent. Nous avons commencé avec eux au Champ d'Oiseaux, qu'ils vous souviennent. On était ensemble, mais ils ont fait un retrait volontaire et nous n'avons pas à les forcer. Et bon, dire qu'ils tirent sur nous, je ne pense pas. Ils ne peuvent pas tirer sur nous, d'autant plus qu'eux-mêmes ils se tirent là-dessus. Nous, on n'a rien, on ne discute rien avec eux. Vous avez dit, madame, c'est la seconde force après nous. Je ne sais pas comment vous mesurez ça. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est aux Béninois de dire qui est qui. Vous pensez que vous êtes premier sans le dire, c'est ça? À part le parti Les Démocrates, il y a plutôt le parti FCB qui suit avec des élus aussi. Oui, avec les élus au moment où LD n'était pas sur l'échiquier politique. Ce que vous entendez, c'est que vous êtes premier sans deuxième. Non. Un peu quand même. Non. Ben, souvent, on dit que nous sommes la principale force d'opposition au Bénin. Je ne sais pas si les autres aussi sont des politiques, sont des partis politiques.
Nous, on minimise rien, on minimise personne. Nous sommes avec tout le monde. Nous voulons travailler avec tout le monde. Et nous appelons même à l'unité de l'opposition. Vous voulez travailler avec tout le monde tant que vous êtes le chef, c'est ça? Oh, ben, ça ne se décrète pas. Ça se mérite. Ça ne se décrète pas. Ça se mérite. Donc, nous pensons que tout le monde est utile pour le combat que nous faisons aujourd'hui et que les autres, avec les autres, nous devons nous mettre ensemble. Et nous les traitons d'ailleurs au même pied d'égalité. Allez voir au sein du cadre de concertation. Si nous donnons une personne, les autres forces politiques donnent une personne. Parce que nous considérons que c'est des partis politiques aussi. Donc, nous ne faisons pas primer notre hégémonie sur X ou Y. Nous pensons que nous avons nous devons nous mettre ensemble véritablement pour conjurer le mal de la démocratie qui nous frappe aujourd'hui. Vous avez voulu ne pas faire référence aux attaques de M. Boni Richard Ouro qui vous a quand même attaqué. Et ce n'est pas passé inaperçu. Est-ce que vous avez décidé de faire silence dessus? Non, je pense que M. Richard actuellement est en difficulté. Et j'évite de tirer sur comment vous appelez ça? Une ambulance. Je ne dis pas qu'il est mort, hein. Je caricature, il est en difficulté. Dieu nous en garde, il est en difficulté et je pense qu'il ne faut pas tirer sur lui. Monsieur Richard n'avait pas clairement dit où il va. Je ne sais pas si vous savez. Il n'a pas dit qu'il est de l'opposition, il n'a pas dit qu'il est de la mouvance. Il était au centre. Il était au centre. Mais s'il tire sur nous, c'est pas parce qu'il est de l'opposition. Alors, donc, lui, il a pensé qu'en tirant sur nous, il va trouver son chemin. Parce qu'il n'en avait pas encore. Et pour nous, c'est le terrain qui détermine. Nous avons vu des gens qui ont fait plus que lui. Qu'il vous rappelle le parti de Agossa quand il est né. Après qu'il a... Oui. RLC, voilà. Merci de me rappeler ça. Donc, quand ils sont nés, ils ont dit qu'ils sont de l'opposition. Mais tout ce qu'il disait, c'est contre les démocrates. Il a fait combien de temps? Il a été obligé de se dissoudre dans l'UPR. Mais nous, on est là tranquille. Mais quand vous êtes un parti politique et vous connaissez vos capacités et que vous êtes leader, comme on dit, de l'opposition, vous ne répondez pas à tout le monde. Est-ce qu'on a besoin de répondre à Richard Boni? Non, on n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, c'est des trucs que le président du parti nous interdit. Mais plus que lui, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu des autres? Même des responsables politiques de ce pays qui ont attaqué personnellement le président du parti. Laissez le parti de côté. Mais on n'a pas répondu, il nous a dit ne répondez à personne. Laissez-les m'insulter. Donc, nous, on ne répond pas à ces critiques de bas étage qui ne nous font pas évoluer. Nous préférons rester focus sur le quotidien des Béninois, la démocratie, l'évolution de la démocratie dans notre pays. Et je suppose que aussi les élections de 2026 à venir, est-ce que c'est sans transition, hein? Est-ce que le Parti Les Démocrates a déjà choisi son candidat? Non, pas encore. Nous n'avons pas encore choisi notre candidat, monsieur le journaliste. Permettez que donnons-nous le temps, notre temps, et nous allons le faire dès que ce sera possible. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'il n'y aura pas de primaire? Est-ce que c'est un comité qui est... Nécessairement. Quel est le mécanisme de désignation? Non, nos tests disposent de ce que nous devons faire
pour désigner notre candidat. En Et quoi il nous consiste? allons, Nous voulons bien nous savoir. allons respecter, ça consiste à mettre en place, De le ça savoir. consiste à mettre en place un comité de candidature, ça consiste à convoquer les instances du parti. On le fera le moment Qui le décide? Vous en êtes à quel niveau? Oh, laissez-nous aller à notre rythme et le moment venu, nous allons vous présenter notre duo. Je crois que le peuple béninois également s'impatiente, puisque le 2026 il est plus loin. Vous savez, quand vous êtes avec un régime comme le régime de la rupture, qui fait tout possible pour choisir son candidat qu'il va affronter aux urnes, il faut avoir le tact. Il faut faire en sorte que ce soit le candidat du parti que le parti présente. Donc, donnez-nous le temps. Nous connaissons les échéances et nous y serons avant. Est-ce que vous êtes informé de quelques ambitions qui existent déjà au sein du parti? Nous sommes un parti politique, naturellement, il doit avoir des ambitions, il doit avoir des candidats. Il en a de trop même. Est-ce que ce que je peux comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de candidat à l'externe, en dehors du parti, qui sera apporté par le parti? Est-ce qu'on peut déjà tirer ces conclusions? Non, on ne peut pas tirer cette conclusion. On ne peut pas. Donc tout est possible. Tout est possible. Le candidat peut venir de partout. Et bien, ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'interne qui sont militants. Vous serez candidat? Nous avons des militants qui sont de la diaspora. Donc, pourquoi pas? Vous serez candidat, monsieur Kelly? Mais si le parti m'autorise. Est-ce que déjà vous ambitionnez? Ça va commencer par vous-même, par votre ambition personnelle. Non, moi je pense que dire que je suis candidat, ça n'a pas d'importance si ce n'est pas les militants qui pensent qu'ils l'autorisent. Les militants ne peuvent pas vous obliger si vous n'avez pas envie d'être candidat. Ils peuvent m'obliger. Ah oui, parce que c'est à eux de voter pour moi. C'est à eux de voter pour moi. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. C'est censé être un entretien, je ne sais pas bien. Oui. Monsieur le deuxième vice-président du Parti Les Démocrates. Oui. Alors, veuillez nous donner votre mot de la fin et en tout cas, en guise de, par exemple, un mot à l'endroit de vos militants. Merci beaucoup. Je voudrais vous deux d'abord vous remercier. Merci. Madame Pierce et Monsieur Clément, vous dire merci pour cet entretien. Et je salue également les responsables du parti qui font beaucoup pour que le parti tienne debout encore. Je voudrais faire savoir que le pouvoir a assuré le parti du financement public depuis 2 ans et si nous tenons encore, c'est grâce aux militants, grâce à la volonté populaire, grâce au président du parti qui en fait beaucoup. Je voudrais saluer toutes ces bonnes volontés, les députés du groupe parlementaire et les militants, les saluer et demander qu'on fasse davantage pour le parti, sinon nous risquons de tomber comme la rupture le souhaite dans un parti unique au Bénin. Ils n'attendent que la disparition de LD pour accélérer le parti unique ou 2 partis en un dans notre pays, ce qui serait suicidaire pour notre pays, pour notre démocratie. Donc je voudrais inviter les camarades députés, les militants du parti, les responsables à faire davantage, à faire des sacrifices pour que notre parti
continuer de vivre. Je sais qu'en ce moment c'est difficile, mais nous devons faire encore beaucoup plus d'efforts. Je voudrais inviter les militants à l'unité, à la mobilisation et à la concorde. Nous avons des échéances en vue. Nous devons travailler pour les gagner. Et pour les gagner, nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin de nous souder les coudes. Nous avons besoin d'aller sur le terrain. Nous avons besoin de mobilisation. Nous avons besoin d'aller vers nos militants. Et nous devons le faire contre vents et marées. On a l'argent, on n'a pas l'argent, on a les moyens financiers, on n'a pas les moyens financiers. Qui peut aller vers X, aller à pied dans une concession à côté pour sensibiliser, je crois que nous devons le faire. Nous avons besoin de gagner les élections de 2026 et nous les gagnerons, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, honorable Nourenou Tchadé, merci. Vous êtes, je rappelle, vous êtes deuxième vice-président du Parti Les Démocrates et président de leur groupe parlementaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Clément Wessavi, merci. Merci à toi. C'est moi qui vous remercie.